Committee on Government Operations to order. My name is Rylan Johnson. I'm the MLA for Yellowknife North and chair of this committee. The Standing Committee of Government Operations is made up of regular members from several different constituencies. We are presently conducting a statutory review of the Official Languages Act, which is a legal requirement as per the Act to be reviewed every 5 years. Committee, we actually began hosting public hearings last summer, and those are available on our Legislative Assembly pages. But we've had to delay on several occasions due to the COVID outbreaks. And with the most recent Omicron outbreak, committee decided it was best that we host the remaining public hearings virtually in order to complete that review. We are always open to receiving further submissions or written submissions. So if anyone is watching this, please feel free to reach out if you want to give a presentation or if you want to provide a written submission. Please do through our clerk. The goal of this review is to seek the public's opinion on how the Official Language Act could better promote and protect the territory's official languages. The public's feedback will help the committee make recommendations to the Minister of Education, Culture, and Employment and to the government Northwest Territories and how they deal with our official languages. And it is this committee's hope, along with the Minister Simpson's, that after many reviews and reports that we will see some changes for the Official Languages Act in the life of this assembly. So I look forward to all of your submissions tonight. Thank you all for taking the time to present. As is our custom, our first order of business is to open our meeting with a prayer. I will begin by leading us in prayer. We come here today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this meeting. Help us engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group, and nurture the bonds of the community so that we may serve all the residents of the Northwest Territories. Amen. Now, we have had 4 registered speakers tonight. Ms. Linda Brusky, the Executive Director of the Federation Franco-Tenawa, Mathis Foisy, Paul Bouchard, and Jessica Haval. Each presenter will be allotted 20 minutes and there will be time Alicia for et questions Jessica, from committee et members. vous aurez chacun 20 minutes et ensuite il y aura une période de questions-réponses. Donc je vais débuter par débuter aux membres de se présenter et s'ils ont des allocutions de départ, ils peuvent le faire. Emily. Thank you very much, Mr. Chair. Bonjour. And bienvenue tout le monde. I very much look forward to hearing what everybody has to J'ai say hâte this evening, and d'entendre ce I que tout le monde am a à very dire ce grateful that soir. you've created space in your day for us Merci to be beaucoup able to d'avoir listen pris to le each of you. temps, So thank you very much. d'avoir pris le temps de nous MLA écouter. for Kamloops. Je m'appelle Candy Kamanen. I'm Lisa Semler. Je m'appelle I'm Lisa the MLA Semler. for Inuvik Je Twin suis le Lakes. député de Inuvik Twin As our Lakes. chair has said, we've had Comme notre président dit, one of these so far in my home community. nous avons eu une Inuvik, rencontre and jusqu'à due to présent COVID, we haven't au been sein able de to ma move communauté forward with, et à cause de la this, COVID, so on I'm n'a pas looking pu aller de forward l'avant. to the Donc, j'ai feedback très that we'll be hâte receiving tonight. Thank you. d'entendre les commentaires que nous allons recevoir ce Thank soir. you. Merci. Emily Marcellos. Émilie Marcellos. Je suis la députée de Tabatcha. J'ai bien hâte d'entendre les présentations de ce soir. Et j'espère qu'elles offriront un éclairage pour pouvoir que l'on puisse discuter de les lois sur les langues officielles. Merci. Et enfin, M. O'Reilly, député O'Reilly. Bonsoir, je m'appelle Kevin O'Reilly. Je suis le député pour Frame Lake. Good evening. My name is Kevin O'Reilly. I'm the MLA for Frame Lake. Je suis le député de Frame Thanks Lake. everybody for joining us this evening. And je vous remercie d'être ici ce soir. Merci. Et j'ai hâte d'entendre vos commentaires. Merci. Thank you. Just a matter of process, as this is a committee meeting, I will ask that donc, all voilà, ici, nous sommes en comité, donc, comments go through the chair, je vous demande de réserver tous vos commentaires et vos questions à la fin des présentations. Bon, je sais que c'est une petite formalité dans notre processus législatif, mais maintenant, nous allons avoir notre première présentation. Madame Linda Bosley, la directrice de la Fédération franco-ténoise. Merci. Donc, je vais faire ma présentation en français. Et je vais tenter de parler assez lentement. Merci. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire du Chief Droigies, terre de la Première Nation des Dene Yenonaise.
et plus récemment la terre d'origine de l'Alliance des Métis du Slave-Nord. Nous respectons le patrimoine historique, linguistique et culturel des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les premiers peuples du Canada, dont l'existence continue d'enrichir la vie de notre communauté. À titre de directrice générale de la Fédération franco-ténoise, j'ai le privilège de m'adresser à vous pour vous faire part des préoccupations et aspirations de la communauté linguistique franco-ténoise. Notre communauté franco-ténoise, représentée ici par la FFT, prône la persévérance, l'inclusion, la continuité, la collaboration et plus particulièrement le sentiment d'appartenance culturelle et linguistique. Nous travaillons à promouvoir le dynamisme de l'identité et du sentiment d'appartenance des Franco-Ténois, renforcer la francophonie ténoise et assurer la juste place des Franco-Ténois au sein de la collectivité des communautés linguistiques qui peuplent les territoires et en font la richesse par sa diversité. Monsieur le Président, nous sommes à un point tournant de l'histoire. Les enjeux linguistiques sont de taille, tant pour la communauté francophone que pour l'ensemble des autres communautés linguistiques minoritaires des territoires. Le contexte dans lequel la loi agit a évolué depuis sa création. Il importe d'en faire une mise à jour éclairée, en bâtissant sur les fondations existantes. La présente loi dote le français et l'anglais d'un statut des droits et de privilèges égaux. Aussi, vise à assurer à tous les groupes linguistiques des territoires les mêmes chances d'obtenir des emplois et de participer aux institutions publiques et du gouvernement. L'essor des langues officielles minoritaires est tributaire des opportunités qu'on offre à ces locuteurs. En somme, ce sont les orientations et les obligations qui seront maintenues et créées par une nouvelle loi sur les langues officielles qui vont permettre d'offrir des opportunités nécessaires au maintien de la vitalité des communautés linguistiques minoritaires. La nouvelle loi doit non seulement maintenir, mais aussi renforcer l'objet de la présente loi par des mesures concrètes, transparentes et vérifiables. Au-delà des mesures prises depuis l'adoption de la LLO en 1988 et des progrès réalisés pour préserver les langues minoritaires ou pour en reverser le déclin, de nouvelles mesures législatives et politiques linguistiques s'imposent. Tel que décrit par l'intitulé de l'étude de 2002, nous sommes un territoire à plusieurs voies. Plusieurs voies s'offrent pour renforcer la communauté linguistique minoritaire. Les communautés, je m'excuse. Il faut plus qu'assurer leur survie, il faut les voir s'épanouir. La loi doit refléter à la fois la constitution des territoires, soit la loi fédérale sur les territoires du Nord-Ouest, et le compromis social et politique dont nous sommes issus. La nouvelle loi doit aller au-delà des rapports, des conseils, des recommandations. Elle doit lier l'État et imposer des mesures concrètes. Il est maintenant temps de poser des gestes concrets qui conduiront les communautés linguistiques et culturelles des territoires vers une prochaine phase d'essor, de valorisation et d'intégration des langues officielles, non seulement dans l'ensemble des institutions publiques, mais également dans le quotidien des résidents ténois. Le gage futur pour les membres d'une communauté linguistique minoritaire, c'est de vivre dans leur langue pour être en mesure de la donner à leur descendance. La Cour suprême du Canada a décidé que les droits linguistiques doivent être, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités des langues officielles au Canada. Autant les droits linguistiques prévus par la loi fédérale constituent un outil essentiel au maintien des collectivités de la langue officielle au Canada, autant les droits linguistiques émanant de la loi territoriale constituent un outil essentiel à la protection des communautés linguistiques minoritaires des TNO. Voici les mesures concrètes que nous proposons. Imposer des obligations à l'État, rendre les institutions publiques imputables et développer une politique forte sur la protection des communautés linguistiques. La Cour suprême du Canada a reconnu que l'égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. L'égalité réelle signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle
exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent en conséquence des obligations pour l'État. Ces obligations peuvent prendre la forme de normes de services minimales, de critères d'embauche prioritaires à compétences égales, d'identification de postes bilingues, de contenu et d'offres linguistiques dans les programmes et services. Renforcer le rôle du commissaire aux langues officielles ou de la commissaire aux langues officielles. Les communautés linguistiques minoritaires des territoires du Nord-Ouest ont besoin d'une loi qui a plus de mordant. Écrire des rapports et des recommandations permet au mieux d'assurer un maintien des acquis. Les rapports et les recommandations sans calendrier de réalisation et sans imputabilité n'ont pas le mordant nécessaire pour engendrer le changement ou assurer l'amélioration continue. Au même titre que les pouvoirs du commissaire de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée ont été récemment renforcés, les mêmes pouvoirs, soit ceux de contraindre les témoins, de contraindre la production de documents et de rendre des ordonnances contraignantes devraient être accordées au commissaire aux langues officielles. Il importe également de donner au bureau les moyens d'accomplir son mandat. Donnons le crédit à la présente LLO pour les importantes améliorations réalisées en matière de droit linguistique pour les francophones et autochtones depuis 1988. Mais n'oublions pas que certains progrès, dont l'offre des services en français et de l'accès à une éducation en français, sont le fruit d'une décision rendue par les cours de justice. La loi s'avère un outil clé pour donner le coup d'élan et l'orientation à une politique de l'État. Mais le pouvoir de contrainte s'avère nécessaire à la réalisation de l'objet de la loi. Plus la loi offre de mécanismes de contrainte administratifs internes, moins l'intervention des tribunaux de droit commun sera nécessaire. La nouvelle loi doit donc prévoir de droits, mais également des moyens d'en assurer l'exécution, de sorte qu'en résulte une égalité réelle vécue par les membres de la communauté linguistique. Elle devrait prévoir des recours administratifs et des mécanismes internes de règlement de différents qui minimiseront le besoin de recourir aux tribunaux de droit commun. Instaurer un bilan linguistique avec des indicateurs mesurables. On ne peut changer ou améliorer ce que l'on ne voit pas. Il nous faut une meilleure connaissance de l'état des communautés linguistiques et du contexte dans lequel elles évoluent. Des indicateurs mesurables, objectifs et vérifiables doivent être instaurés pour dresser un bilan qui établira les bases pour un suivi des progrès, l'identification des carences et l'implantation de mesures correctives. Le bilan linguistique pourrait être dressé par et pour la commissaire aux langues officielles dans ses rapports annuels et lui servir de fondement pour émettre des ordonnances à un organisme public en vertu du pouvoir de contraindre un organisme public. Pouvoir qui devrait également être ajouté dans la nouvelle législation sur les langues officielles. Ces indicateurs peuvent être des statistiques clés, tels le nombre d'employés d'organismes publics et parapublics disposant d'une compétence linguistique fonctionnelle dans une langue officielle autre que l'anglais, le nombre de postes bilingues, les comparatifs de temps de réponse et délais pour les mêmes services rendus dans plusieurs langues, l'existence des plans opérationnels pour le français, de politique interne, de démarches de mesure du rendement ou le pourcentage des postes affichés comportant une existence linguistique. Mobiliser le secteur public pour favoriser les compétences linguistiques. À compétences égales, il faut créer des débouchés pour ceux qui maîtrisent une langue autre que l'anglais. Il ne s'agit pas ici de remplacer l'embauche au mérite, mais bien de prioriser le recrutement à compétences et expériences équivalentes. Les futurs employés qui sont en mesure de travailler et de dispenser des services dans une langue officielle autre que l'anglais. L'ensemble des postes affichés par le GTNO devrait obligatoirement comprendre dans les compétences constituant un atout, la fonctionnalité dans une langue officielle. Enfin, la FFT souhaite à nouveau reconnaître le progrès appréciable réalisé au chapitre de la mise en œuvre de la loi. Ceci dit, beaucoup de travail reste à faire pour atteindre pleinement les objectifs de la loi. Les secteurs à prioriser pour les améliorations futures sont certains ceux en santé, éducation, petite enfance et justice. Il faudra aller au-delà du cliché « hello, bonjour ». L'égalité réelle en matière des droits linguistiques, c'est beaucoup plus qu'une formule de salutation répétée.
Il faut une offre active qui soit planifiée et réellement intégrée dans les milieux de travail, ainsi que le personnel disposant des compétences linguistiques pour le faire au sein des organismes publics. La FFT souhaite également réitérer son appui aux communautés linguistiques autochtones des TNO et verrait d'un œil favorable toute initiative législative conduisant à une tangible revitalisation des langues autochtones officielles, l'initiative appartenant à ces communautés. Monsieur le Président, je vous remercie pour le privilège d'avoir été entendu aujourd'hui. Il est primordial que les communautés concernées soient partie prenante du processus visant à modifier la loi. Nous sommes confiants que vous allez nous inviter lors des prochaines semaines à discuter plus en profondeur de nos recommandations. Merci beaucoup. Thank you very much, Ms. Bussey. Your comments are greatly appreciated by committee. And it appears, if you have any speaking notes that you could share with committee, I'm sure our clerk who is taking notes would greatly appreciate that. I will share them. I just need to fix them a little bit. I made some changes on the way here, so I'll do that. Thank you so much. And thank you again for the opportunity. I'll open the floor to any questions from committee. MLA Cleveland, go ahead. Thank you very much, Mr. Chair, and merci à Madame Bussey. I wanted to start off by thanking Ms. Bussey for also acknowledging minority languages throughout the Northwest Territories in her presentation. I think that it's important that throughout this conversation that we reflect on how a lot of the successes seen in the French community can also be seen in Indigenous speaking communities across the Northwest Territories and Indigenous languages. I'd also like to thank Madame Bussey for pointing out the sectors of the GNWT and the departments that would see the greatest potential success by having that access to language being health, education, childcare, and justice. I think that's very strong, because one of the things that we run into is, as a question, is where does this change and evolution start? Where is it strongest? And so I really appreciate that. My question for Madame Bussey is in regards to active offer, which is what the GNWT uses a lot right now. And I'm wondering how Madame Bussey sees the evolution of active offer into a much more, a much stronger government with all of its languages. And so where does this go? Does it become everything that is put out in English is automatically becomes put out in each language? And so I'm wondering if Ms. Bussey can speak a little bit more to what the evolution of that active offer becomes. Thank you. Go ahead, Ms. Bussey. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I never know if in English it's Miss or Mrs. Cleveland, but I'll say, okay. Thank you very much for the question and for the comments. I think there is an evolution with the L'Offre Active. I think now, and we work a lot with health, with I mean, that's one of the departments that is the most a priority for us, because we all know that health is a priority for everyone, and being able to speak in your language, any language, is a priority to be understood. I think there's more training to be done. And as I said I think we have to go beyond the hello, bonjour, and we need to be able to offer more services. And I think one of the things I don't talk about in my this presentation, but in the written document, is there's one place that needs a lot of amelioration, is amelioration or improvement, sorry, is the delay, if you have a service in a different language, if by the time you get your service, there's a delay often that can be detrimental to some people, especially in the healthcare. So I think it's a growing evolution. I don't think every position should be bilingual in I don't think we can do that in any of the 11 languages, but I think we need to be more aware that if we have bilingual positions, they have to be bilingual positions. And they have to be more than, and we say not just in French, but in every language, and there needs to be dedicated positions. You know, as a past experience as the manager of the interpreter service at Stanton, I saw the importance of having immediate services available in every language. And I mean, it's one of the places that it's important. And
and you're dealing with people's livelihood. So it's a key, and I think, but I think there needs to be more dedicated bilingual positions. And when I say bilingual, more than hello, bonjour. Yeah. I hope that answered your question. Thank you very much. Are there any further questions from the committee? Go ahead, Emily O'Reilly. Merci, Linda, for your presentation. You talked a little bit about how you want to see, I guess, the Official Languages Commissioner to have more authority, maybe akin to what the Information and Privacy Commissioner has in terms of order-making authority to kind of order that things be done. Can you just talk maybe a little bit more about what kind of authority you think the Languages Commissioner should have? Thanks. Merci. Go ahead. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. O'Reilly. I can certainly not exactly tell you right now what what would be her authority, but if you look at other like privacy, I mean, right now the Language Commissioner is only in receipt of complaints where she or he, depending on the position, can never act on, can never follow. I mean, they can make some recommendation, but there's nothing in place to make a change, a direct change, and to make recommendations to the department to make a change, or to, it can be not even just a department, it can be more than that, or to a arm's length, but there's nothing in place right now that where he or she could have a strong mandate to come forward and make a recommendation and follow up on those recommendations. There's no power at all. I mean, the Language Commissioner comes to the Assembly once a year, presents a report and some documents, and we all know that how busy everybody is. So often those recommendations they can't be imposed. They're not followed through. So what we want is a system where if there is a breach, well, it can be followed up, and everybody needs to be accountable. I think if the commissioner has more of a power, there's going to be more accountability on the government and on the different organizations that are tied by the language. Does that answer your question? Okay, thank you. You got the thumbs up. Any further questions from the committee? Seeing none, Ms. Bussey, thank you very much for your presentation. It's greatly appreciated, and I am hoping that we will be having further conversations when we have some recommendations and proposed changes to the act to bring forward. I will. Thank you. Our next presenter tonight is Ms. Forzy Baptiste. I will turn the floor over to you. Go ahead. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Je n'étais pas certain s'il allait avoir interprétation ce soir, alors j'ai préparé mes notes en anglais pour le comité. Alors, je pense que je vais faire ma présentation essentiellement en anglais. Je vais peut-être changer quelques moments. Et j'aimerais aussi, je me demande seulement si le membre de TEBACHA qui se joint à la conversation par téléphone a accès à l'interprétation. Yeah, hold on one second. Right now, both your French audio and the English interpretation is coming through the same time on my speakers. So I just want to make sure our technical staff have time there. So the interpretation was happening, but Baptiste, can I perhaps get you to just start again there? And I believe the interpretation should come through now simultaneously. And just a reminder to speak slow for our interpreters. Comme je le disais, je vais essentiellement faire ma présentation en anglais parce que mes notes sont en anglais. Be speaking in English. My notes are in English. So I'm here tonight and I'm actually joining from Montreal, Quebec, because I'm actually completing an undergraduate degree in translation.
currently. And unfortunately, you can't do that in the Northwest Territories. It has to be somewhere else. I'm in Montreal. Before studying for translation, I worked for 15 years, over 15 years, in fact, as a journalist in the North. And one of the topics that I've extensively covered and researched is official languages issues. And because of that, I have a rather, I would say humbly, rather extensive knowledge of the Act and its implementation or lack thereof. And I've been following, of course, with great interest, the work of the Standing Committee and also previous standing committees who've also looked at the Act before. And I've also had the privilege through my work to discuss some of the key issues surrounding the Languages Act with a wide array of language stakeholders across the territory. And it's from that standpoint that I felt that I kind of had a citizen duty to address the Standing Committee on this particular issue, because I feel I might have some key information to share with you. Just to start, I'd like to mention that every day, multiple times a day, the GNWT finds itself in blatant violation of its Languages Act. It's been almost 40 years that we've had this legislation, or in different form. And the institutional contempt of the Languages Act remains, I must say, systemic. We're having these discussions. As we're having the discussion, every NWT official languages other than English is in a state of statistical assimilation. Legislation alone will not redress this dire situation, but it remains a fundamental tool to attain our revitalization objectives, I believe. The intent of the GNWT to reopen the Act, we've seen that the GNWT has announced to this committee last year that it will be presenting a few changes, cosmetic changes, I would say, to the Act. Well, it offers this rare opportunity to make the bold and necessary changes to the legislations, to expand the rights of official languages speakers, to reform and specify the roles of public linguistic institutions, and to establish a legal framework for the revitalizations of our languages. It's my hope that this committee will, and I'm very confident that this committee will dare propose such changes and to make landmark contribution to une renaissance culturelle of the Northwest Territories. The main issues that I want to address today are the systemic lack of implementation of the current Act, what we call the federal model, and also the tendency that we have for Northern exceptionalism, the need to reform key institutions as defined in the Act, and expand languages rights. I'll start with lack of implementation. Basically, at the current moment, Au moment actuel, chaque fois qu'un résident du territoire du Nord-Ouest interagit avec son gouvernement, si vous suivez la loi, eh bien, on se dit que la loi est violée. Je crois que c'était en novembre 2020 que le député de Nunavik-Twin Lake a fait ses remarques dans la Chambre sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle le protocole de l'offre active à l'hôpital de Nunavik. Et ils ont fait la remarque comme quoi, basé sur, en fait, les employés ne peuvent pas souhaiter la bienvenue en Nunavik, bref, en violation de la loi, selon mon interprétation de la loi. Justement, d'ailleurs, ces fonctionnaires ont un devoir de toujours souhaiter la bienvenue dans ces langues et d'offrir un service dans les langues de la clientèle. Bien sûr, si les employés pensent qu'ils ne sont pas permis de faire cela, eh bien, on voit là le problème systémique avec cette loi. On a vu aussi d'autres exemples. Je pourrais continuer. La vaccination de COVID, on pouvait avoir un bouton dans la langue d'Ottawa, mais pas vraiment d'explication sur le vaccin qu'on allait obtenir dans la langue
aussi dans les centres d'isolation. Moi-même, j'ai dû signer des documents qui n'étaient que fournis en anglais et qui me liaient de façon légale de rester dans les centres d'isolation ou d'isolement plutôt. Ici, les documents étaient simplement disponibles en anglais. Si vous essayez aussi d'avoir un rendez-vous le même jour, eh bien, vous appelez et lorsque vous prenez le téléphone, eh bien, on vous dit pour le service en français, faites le 2. Alors, on fait 2 pour le français. Mais si vous faites ça, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on se fait crier après. On se fait filtrer. On finit sur une boîte vocale. Et bien sûr, on doit parler à quelqu'un pour obtenir un rendez-vous. Alors, choisir le français, en fait, vous désoriente du vrai service. Ce ne sont que quelques exemples. Nous avons vu aussi en janvier de l'an dernier, lorsqu'il y a eu une éclosion à Fort Lee de COVID-19, l'information devait être partagée rapidement avec la communauté. D'abord, elle n'était que partagée en anglais. À ce moment, le gouvernement en est arrivé pour ensuite traduire la langue et les diffuser aussi à la radio, qui est une excellente chose, mais ça nous démontre que ces droits dans la loi ne sont pas que des belles choses. En fait, ils sont nécessaires. Il y a un besoin pour un cadre qui va mieux définir les obligations et peut-être quelque chose aussi qui peut être fait dans les règlements plutôt que dans la loi. Je ne suis pas un législateur, mais peut-être le gouvernement des territoires du Nord-Ouest doit comprendre que les langues doivent être, en fait, ce sont des services qui doivent être offerts. Ça ne peut pas être qu'une arrière-pensée, mais doit être plutôt mise en œuvre dès le début. Aussi, il doit y avoir des conséquences pour les violations dans la loi ou des incitatifs pour que le gouvernement respecte la législation. Beaucoup a été dit sur la façon dont on doit passer d'un modèle fédéral que propose cette loi ou que provient cette loi et ensuite faite pour être dans le Nord. J'aimerais dire quelques petits points. La loi fédérale sur la langue officielle et des TNO proviennent d'un terrain commun, mais sont déjà bien difficiles. Nous en avons 11. Aussi, elles sont faites pour évoluer de façon différente. Notre législation a été amendée au début des années 2000. La législation fédérale se transforme en ce moment. L'idée que nous faisions, nous ne copions que le fédéral est faux. C'est comme si quelque chose était là, mais ne reflète pas vraiment ce qui est vraiment dans la loi. C'est toujours un bon père politique. Ou bien, c'est facile de parler l'exceptionnalisme du Nord ou nordique, mais si avoir une législation qui est faite pour le Nord est important, bien sûr, mais ça ne doit pas être une excuse pour avoir une loi en mi-teinte. Regardons plutôt les meilleures pratiques ailleurs et adaptons-les à nos réalités lorsque tout cela a du sens de le faire. C'est-à-dire qu'on doit passer d'un modèle fédéral peut dire de nombreuses choses. C'est simplement une formule de rhétorique facile. Ce n'est pas un comparatif de qualité. Comme proposé par le commissaire, si on éliminait des concepts de demande significative ou nature du poste pour rendre les services universels dans le territoire, eh bien, tant mieux. J'aime bien ça. Mais si ça veut dire, comme le suggérait recommandé en 2008, de mettre la loi au rencard et de simplement avoir des services minimaux, eh bien, ce serait un pas de recul et ne serait pas acceptable, selon moi. Je ne me rappelle pas de façon précise des services qui ont été répertoriés dans la proposition de 2008, mais
on n'a pas considéré clairement les confinements de COVID à ce moment-là. Il y a un besoin de réformer les institutions clés. Je vais commencer avec le Conseil des lois officielles. En fait, c'est la proposition du gouvernement de changer cette partie de la loi. Ils veulent amalguer les conseils parce qu'il y en a 2 en ce moment. En fait, c'est déjà fait, mais pas dans la loi. Je pense que nous devrions aussi redéfinir le but, le rôle de ce conseil. Il n'y a pas de transparence du conseil en ce moment. Il ne publie pas de rapport annuel. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est discuté à ces rencontres. Ceux qui parlent les langues officielles ne savent pas vraiment qui les représente. Il doit donc y avoir une clarification du processus. Et aussi, dans les dernières années, de ce que j'en comprends, le conseil a été plus ou moins organisé par le secrétariat des langues autochtones qui semble organiser des réunions, déterminer le programme. Et pour moi, cela pose un problème sur l'indépendance de cet organe. Ainsi, on devrait plutôt voir la façon de créer un meilleur cadre de travail. Ainsi, le conseil peut s'assurer d'avoir les ressources et faire un bon travail. L'autre organisation définie est le commissaire aux langues officielles, où il y a d'autres postes similaires, d'autres postes qui ont des législations dédiées, qui délimitent bien leurs fonctions. Ici, je pense à la législation de l'Ombudsman qui a été adoptée dans les dernières années. La langue sur les lois officielles est minimalement définie dans la loi actuellement. Nous pourrions avoir une législation simplement pour la fonction actuelle avec ce bureau qui n'est que pertinent lorsque ils conduisent les enquêtes sur les violations dans la loi. Le bureau a le pouvoir de lancer les enquêtes de sa propre initiative, mais ils ne le font pas vraiment. La dernière fois que je l'ai vu, la fois que j'ai vu une enquête à ce sens, il était dans l'année 2000 sur la santé. Il n'a pas été réalisé à nouveau depuis. Puisqu'il y a autant peu de plaintes du commissaire, et bien pour moi, ça me semble renversant de voir qu'on ne voit pas davantage de ce genre d'initiatives personnelles qui sont initiées. Peut-être avons-nous besoin d'un cadre de travail pour que le commissaire sente qu'il a la liberté de conduire ce genre d'enquête. Là, LLO devrait au moins avoir une enquête, ou le comité, oui, devrait avoir toujours une de ces enquêtes afin de voir que, parce que le gouvernement est toujours un peu en violation et que le rapport annuel devrait être renfloué de ces violations, mais ce n'est pas ce qui se passe. Peut-être que la législation pourrait mieux expliquer le rôle du commissaire avec l'aide dans tout cela. Le bureau des langues officielles est un outil intéressant, mais des années de sous-performance ont sévèrement érodé sa pertinence. Il a besoin des ressources nécessaires pour faire son travail. Je suis d'accord avec les différents commissaires que le gouvernement doit répondre au commissaire et être conforme à la loi. Lorsque ce n'est pas le cas, ce n'est pas optionnel. Il doit y avoir des conséquences. Encore une fois, s'il y a une brèche, eh bien, on doit apprécier qu'on les traite de façon appropriée. Peut-être une opportunité aussi à ce point serait d'installer le bureau comme étant un tribunal administratif pour la législation sur les lois officielles. Peut-être cela pourrait justement nous donner le mordant nécessaire. Et il y a aussi d'autres bureaux qui ne définissent pas les lois, comme le secrétariat des langues officielles qui n'existait pas, qu'on a amendé en 2003. Bref, ils ont simplement pris le travail ou pris du collet avec les commissaires. Une législation renouvelée devrait définir les rôles de ces
nouveaux organes publics. Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler des extensions ou de la prolongation de la loi sur les langues officielles. Une chose que nous pourrions faire en tant que commissaire des langues officielles et qu'il a déjà proposé, peut-être que nous pouvons regarder les concepts de demandes officielles et la nature de cette loi pour s'assurer que les responsabilités du gouvernement des langues des territoires du Nord-Ouest par rapport à sa loi, eh bien, qu'elle soit essentielle, universelle, que l'on n'ait pas à se demander si ce bureau est couvert. Non, tous les bureaux devraient être couverts par les lois. Toutes les langues devraient être couvertes par les langues officielles. Ce serait une façon de se départir du modèle fédéral. Les langues doivent être incluses comme protégées par les droits de la personne. Ce n'est pas le cas et je peux vous dire que la discrimination sur la base de la langue est un vrai enjeu et c'est clair que cela arrive dans ma carrière en tant que journaliste. J'ai enquêté sur des cas où des employés du gouvernement des territoires du Nord-Ouest ont fait face à la discrimination basée sur la langue, mais qu'ils ne pouvaient pas utiliser de la législation sur les droits de la personne parce que ce n'est pas le cas. Alors peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait penser aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui a déjà été mentionné par ce comité, par le président de ce comité, mais peut-être que nous avons besoin d'un droit à l'éducation ici dans les langues autochtones. Je ne suis pas un locuteur des langues autochtones. Ce n'est pas à moi de décider, mais en tant qu'une personne qui a des droits similaires en tant que au niveau fédéral, en tant que minorité d'une langue protégée, bien, je pense que l'éducation à cette langue est vraiment importante pour la préservation d'une langue. Il y a d'autres juridictions qui l'ont bien fait, qui ont créé ces droits pour les peuples autochtones. Nous pourrons regarder ce genre d'endroits et s'en inspirer. Le premier qui l'a fait est le Québec, en fait, qui fait partie de la Charte de la langue François. L'endroit où ils l'ont vraiment fait, à partir de notre législation, qui est vraiment un exemple qu'on devrait regarder, et le Nunavut, qui a créé une législation séparée pour la revitalisation des langues inuites. Qu'ont-ils fait dans ces juridictions? Autre qu'amender la loi sur la langue officielle, ils ont créé des articles de législation qui ont couvert ces besoins. En ce moment, il y a la loi sur les langues officielles qui est où on pourrait justement chasser un tel droit. Bien sûr, de tels changements doivent être d'abord par les communautés linguistiques recevoir leur assentiment, mais sinon, ils ont le droit de demander aux comités linguistiques si ils aimeraient avoir ce genre de référence. À ce que j'en sais, et pour les forums sur les langues que nous avons eus durant les années, eh bien, cela n'a jamais été posé. Alors, peut-être que le moment est venu pour justement leur poser ces questions. Est-ce qu'ils veulent avoir le droit à l'éducation dans leur langue? Encore une fois, nous pourrions aussi parler de la législation sur la revitalisation. Il y a d'autres endroits qui l'ont fait, le Québec, le Nunavut et surtout le Nunavut, qui ont des législations. Nous avons un service public qui parle ces langues. Peut-être qu'on peut regarder la façon dont le Nunavut l'a fait et avoir un modèle qui est satisfaisant pour les territoires du Nord-Ouest. Bon, c'était beaucoup de choses que j'ai réussi à inclure dans le matériel. Merci, Monsieur le Président, et merci au comité de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me passionne. C'est dans ces moments que je me sens c'est une opportunité pour moi de faire partie des territoires du Nord-Ouest. Merci, M. Joe. Merci, M. Voici votre
vos connaissances sur ce sujet sont bien appréciées par les membres du comité. Question maintenant? Oui, député Cleveland. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'avoir mentionné justement la loi sur la protection de l'Inuit, la loi du Nunavut sur la protection de la langue Inuit, parle justement de la revitalisation et protège non seulement les employés à l'extérieur du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, mais aussi est-ce que vous pouvez parler justement des fondements, des attentes de la langue justement sur ce sujet. Merci. OK, je ne suis pas un expert sur la législation du Nunavut. Mes connaissances ici sont basées sur le fait que, bon, j'ai vu ce que j'ai vu sur le terrain et je ne veux pas donner une perspective que je suis un expert sur cette législation. Mais absolument, je serais d'accord que le modèle qui est proposé par le Nunavut serait applicable probablement en grande partie à la situation dans les territoires du Nord-Ouest. Encore une fois, il y a d'énormes différences entre notre législation, notre contexte. Le Nunavut a 4 langues officielles, ou 3, dépendamment. Nous, on en a 11. Ce serait beaucoup plus facile d'en avoir qu'une langue administrative. Mais l'objectif ici est de fournir des services aux citoyens. Nous devons regarder qu'est-ce qui est faisable, en fait, dans la situation. Pas toutes les langues se retrouvent dans la même situation. La langue Quechua est dans une meilleure position que la langue Gwich'in, disons. C'est probablement plus facile de trouver des ressources pour fournir les services pour la langue Quechua que la langue Gwich'in, disons. L'objectif d'une législation est d'établir des attentes. Clairement, en fait, la loi est là afin que les comités soient en mesure de dire, eh bien, on a des droits. J'encouragerais le comité à ne pas se limiter à ce qui peut être fait. Ainsi, les communautés pourraient aussi avoir cet outil pour faire ces changements dans le domaine de la réalité. Bien sûr, nous n'allons pas trouver des enseignants pour enseigner tous les sujets dans toutes les écoles, dans les 11 langues. Ça ne va pas se produire demain. Mais ça pourrait être un objectif au moins auquel on peut s'établir comme étant une idée dans la législation. Merci, M. Foisy. D'autres questions du comité? Oui, député Sebler. Oui, merci pour votre présentation au comité. Je sais que vous avez touché à l'offre active au Nunavik qui, en fait, j'étais justement gestionnaire dans un hôpital, question de santé, et au moment de la formation, pour faire l'offre active, c'était un peu comme d'une certaine façon que, comme un peu les francophones se battaient pour s'assurer que le français est une langue officielle, eh bien, on a les peuples autochtones, tels que mentionné, qui avaient l'impression qu'on les forçait à
disait oui lorsqu'on faisait l'offre active, comme si c'était un audit à chaque fois. Et puis ensuite, on a les Autochtones qui répondent au téléphone. Et puis, bon, ils ne font pas autant d'efforts pour nous, pour les services. Et ensuite, lorsque je travaillais avec les services de soins de santé, que nous avons une liste de traducteurs. Mais ils n'étaient pas vraiment des personnes qui étaient embauchées. C'était plutôt comme des personnes qu'on connaît, qu'on appelle. Vous voyez, c'est un peu comme bon, sur le coin du bureau d'infirmière, si quelqu'un pouvait, voici ceux qui pourraient peut-être venir nous aider. Je ne pense pas qu'on. Lorsque nous avons fait une séance ici, je sais bien qu'est-ce que vous avez dit aussi. Nous ne forçons pas le gouvernement à le changer. Le Gwich'in, l'Inuvialut, disons, le Klitcho et d'autres langues qui sont plus fortes aussi. Les langues de ma région, eh bien, on perd des locuteurs, alors que les aînés qui décèdent, le pourcentage de personnes qui peuvent le parler diminue. Je sais que certaines des personnes qui ont présenté ici, eh bien, c'est cette force d'être en mesure de pouvoir parler et enseigner et soutenir tout cela. Ça peut être changé dans la loi sur l'éducation. Mais ensuite, comment est-ce que vous pensez, peut-être que vous pouvez en parler ou en recommander, mais vous semblez avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine. La loi sur les langues officielles, nous pouvons forcer la main de l'ECME pour s'assurer qu'ils fournissent de l'éducation. Et je crois que c'est la clé là où l'on doit le ramener d'une personne à une autre. Et si on ne fournit pas dans les classes, on ne pourra pas le revitaliser ou même le garder en vie. Merci. Oui, M. Foisy. Une question importante qui a été posée ici. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont c'est écrit dans la loi sur les langues officielles, en fait, ce n'est pas l'endroit pour enchasser ce genre de droit à l'éducation, parce que la loi sur les langues officielles, essentiellement, une loi qui a trait au service public. Et c'est pourquoi je dis, regardons qu'est-ce que d'autres endroits ont fait, surtout le Nunavut. Et oui, ils ont amendé d'abord avec notre loi. Bon, ils ont enlevé les lois, les langues qu'ils n'avaient pas, ils ont gardé le reste, et puis ils l'ont gardé pas. Et ils sont assurés aussi que les notes et toutes, plutôt que d'être offerts dans les régions spécifiques, étaient dans différents territoires. Puis, ils ont créé une loi séparée nommée de la revitalisation. Et je ne suis pas un spécialiste de la loi, mais je pense aussi que ça pourrait être aussi une partie de l'éducation. Alors, il y a une opportunité ici parce que la loi est révisée en ce moment. Et ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, une éducation dans les langues inuktitut, ça pourrait être là, ça pourrait être une des 11 lois, des 11 langues plutôt. C'est-à-dire que c'est un droit d'aller à l'école et enseigner dans votre langue. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se déroule. On a des menaces ou de poursuivre le gouvernement du Nunavut et qui ont initié de telles actions parce que c'est ce que vous, en tant que législateur, pouvez faire, de créer ce genre de comparatif, c'est ce genre d'attente. Mais ensuite, le gouvernement, souvent, la façon dont ça se passe au Canada, eh bien, une fois que les droits sont là, ensuite, le locuteur doit affirmer ses droits et souvent, ça va se faire par le biais de la Cour, bien sûr. Lorsqu'on a un petit groupe, comme pour la langue Inuvialut, Gwich'in ou autre, eh bien, la plupart
des locuteurs sont des aînés qui, avec une passion pour l'avenir de la cour qui n'est peut-être pas présente. Et c'est là où je pense que ce serait les conseils de banque ou l'ARC dans la langue de l'Inuvialut ont un rôle à jouer pour demander au gouvernement de garantir l'accès. En ce moment, on n'a pas ce genre de loi. C'est ainsi que les francophones ont eu leurs écoles. On a commencé en ayant une loi et ensuite le français, on voulait l'avoir dans les écoles. Et le gouvernement n'allait pas simplement abandonner ces écoles. Ça a pris des juges et des ordres de la Cour pour les obtenir. Maintenant, une fois qu'on a un ordre de la Cour disant que vous avez droit à une école, eh bien, il faut ensuite avoir les enseignants dans ces écoles. Alors, il ne faut pas gaspiller de temps, c'est tellement procédural, mais la vérité est que les personnes qui peuvent enseigner la langue, qui peuvent transmettre la langue, sont déjà vieux. Ça doit être fait tout de suite. Et j'espère certainement que s'il y avait ce genre de droit, de législation, eh bien, il y aurait un désir politique pour que ça arrive et qu'on n'ait pas à souffrir le vieux processus de la Cour. Mais malheureusement, si on regarde l'histoire de la façon dont ça se produit, habituellement, c'est ainsi que ça se passe. En ce moment, nous Nunavut, ils ont la législation, ils n'ont pas vraiment les écoles et les enseignants, ils vont donc à la Cour. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion, une fois de plus, de discuter une fois que nous irons de l'avant avec le comité et les changements aux langues officielles. Notre prochain intervenant, c'est M. Paul Doucet et Lucia. Donc, je vous passe la parole. Atlalet era, Salote. Official language aka Yastiha. Paul Boucher Juliane. Tabachada Master. PWK Weekly Square Yoga Alanada. Dana Yati Honotanakida. So Anna Mary Rose Boucher, ni Julia. Seta Henry King ni Julia. Deschat ida Heslika Hasti. Sedekwi Hati Hasi Netsi de Denagocho. Nanazira Hilu Ti Denagajani Sana. Dolazi Napa Horelia Ha Horilzai. Athna the Shu Harliu Hasi Basuti. Taga Hasi Gorlia Si Dena Hanulta. I speak to you in my language first to let you know how important my language is to me. Je vous ai parlé dans ma langue pour vous montrer l'importance de celle-ci. Je voulais aussi vous faire savoir que nous sommes dans un territoire traditionnel, premièrement. Mon peuple appelle Demetetlikla. Nous devons reconnaître quelles doivent être les prochaines étapes. Nous devons accentuer le profil des langues au sein du gouvernement, ainsi que celui que nos partenaires et des communautés. Comme ça, nos enfants pourront voir la lumière partout. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les ministères ont un mandat. Les différentes langues doivent être visibles au sein de leur bureau. Lorsque je vais voir les différents
bureaux des ministères, par exemple à Fort Smith. Les langues autochtones sont seulement optionnelles. C'est pas correct. En tant que professeur, enseignant, je veux amener mes étudiants à des endroits où ils peuvent voir leur langue. Mais maintenant, ils ne le voient pas. Maintenant, ils vont dans des endroits et ils sont capables de voir leur langue. L'éducation est aussi faite de certaines façons. Nous devons être capables de montrer notre langue pour qu'elle soit visible. Nous savons, grâce à la loi, que nous devons reconnaître les langues. Mais que faisons-nous réellement? C'est ce que j'appelle par exemple différents ministères à cause de la COVID et on doit appuyer sur les boutons. Et tout ce que j'entends, c'est le français et l'anglais. Mais je n'ai pas aucune option pour ma langue, ni pour le cri, ni pour le gotché. Je crois que l'on devrait avoir des options dans les téléphones pour que l'on puisse rejoindre des personnes qui parlent notre langue au sein des organisations gouvernementales. Parce que je veux que les enfants auxquels j'enseigne, nous devons leur montrer que le gouvernement les soutient. Les soutient lorsqu'ils doivent apprendre leur langue. Le gouvernement doit être à l'avant-plan. C'est quelque chose que j'ai appris de la part de mousquetiers en Alberta. Nous devons regarder la déclaration. Nous devons développer cela au sein de notre communauté. Nous devons reconnaître les langues autochtones comme étant des langues officielles au sein de nos communautés. Et cela sera un tremplin pour pouvoir rendre nos langues plus visibles au sein de notre communauté. Mais actuellement, à Fort Smith, il y a des signaux, des panneaux de signalisation. Je voudrais en voir plus. C'est important que les enfants puissent voir leur langue. Lorsqu'on pense à la réconciliation ainsi qu'à l'implémentation de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, cela doit aussi être intégré au sein de cette loi. Le gouvernement reconnaît maintenant qu'ils doivent incorporer cela au sein de la législation. Nous devons voir comment nous allons le faire. De plus, les droits des peuples autochtones à leur langue doivent être mis en place. Actuellement, ça ne l'est pas. La législation que nous avons devant nous, c'est comme un token. C'est comme un petit Indien un petit Indien de bois sur la fenêtre. Et nous devons l'enlever et nous devons reconnaître que les peuples autochtones sont là et que nous devons parler leur langue. Et ça doit avoir un impact dans la législation. Donc, lorsque je regarde les rôles, les responsabilités et la revitalisation du comité, nous devons être capables de donner des conseils. Ce n'est pas dans la direction dans laquelle nous voulons aller. Nous devons accentuer cela. Je parle pour les peuples au nom des peuples autochtones, de leur communauté. J'enseigne à l'école secondaire, aux jeunes. Nous devons nous assurer que nous allons préserver notre langue. Si nos langues doivent survivre, nous avons besoin de tout l'effort de tous et chacun. La loi sur les langues officielles ne doit pas être seulement quelque chose qui vit d'apparence. Ça doit être un document vivant. Il doit avoir de la flexibilité. En ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, on conseille. Mais il doit y avoir des opportunités pour les communautés au sein de tous les ministères.
pour pouvoir faire preuve de créativité. Je crois que cela est important. Cela va aider. Cela va aider à protéger notre langue. Parce que là, à ce moment-là, on va pouvoir apporter une plus grande créativité. Et je crois que nous n'allons pas actuellement dans la bonne direction. Nous devons coexister. Oui, mais comment? Comment pouvons-nous coexister? Oui, nous devons marcher ensemble comme des frères. Je suis autochtone, mais je ne vois pas beaucoup de personnes autochtones autour de cette table. Et pour être honnête avec vous, nous devons transmettre nos connaissances, les connaissances qui m'ont été passées à partir de mes parents jusqu'à ce que je dois les passer à mes enfants. Nous devons coexister. Nous devons être guidés par nos ancêtres. Nous avons les connaissances, mais maintenant, nous devons créer un sentiment de coexistence. Je veux faire partie de la communauté linguistique. Et c'est ce que j'aimerais bien voir. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Monsieur Boucher. Et tout l'effort que vous faites pour préserver votre langue. Avez-vous des questions pour le comité? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Boucher. Nous avons parlé de la promotion des langues autochtones. Nous devons faire preuve d'inclusivité au sein de tous les groupes. Et je sais que vous voulez faire partie du changement. Lorsque je regarde l'Assemblée ou la Commission sur les langues officielles, je ne crois pas que ce soit seulement une parure. Vous avez réussi à attirer notre attention. Et lorsque je serai devant le ministre, j'aurai l'occasion de poser mes questions. Tant et si longtemps que les langues officielles ne seront pas à terme égal avec les langues officielles du Canada, qui sont l'anglais et le français. Je crois que les mêmes sommes qui sont allouées pour faire avancer nos langues. Vous savez, nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas toutes ces choses et il en manque. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Vous réussissez à créer un consensus autour de la table. Vous êtes créatif. Vous avez dit des choses incroyables par rapport à la réconciliation et à l'implémentation des langues autochtones. Je sais que vous faites du travail incroyable dans les écoles secondaires. Et je me demande la chose suivante. Croyez-vous que les langues autochtones devraient recevoir les mêmes sommes que les 2 langues officielles du Canada? Ça, c'était ma question. Enfin. Ouais, vous savez, on a toujours des difficultés à trouver des sommes. Nous tenterons toujours de trouver des fonds pour pouvoir soutenir nos initiatives, pour pouvoir faire accroître notre culture. Chaque année, nous disons oui, que pouvons-nous faire pour pouvoir faire la promotion de nos langues, pour faire lever la barre, comme on dit, pour que nos enfants puissent apprendre la langue. Et parfois, en fait, les lois nous bloquent. Nous devons dire
comment pouvons-nous aller plus loin et amener le financement adéquat. Nous assurer que le financement soit flexible, que nous puissions croître. C'est pour ça que je dis que c'est un document vivant. Vous savez, on entend souvent nos anciens qui disent que nos traités sont vivants. Et je le crois. Lorsque je regarde les documents, nous pouvons voir s'ils sont malléables, si on peut les modifier. Donc, nous devons faire preuve de flexibilité. Et pour faire cela, nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de cela pour pouvoir connaître du succès. Et l'argent, ben, ça aide. Nous devons aussi avoir les bonnes connexions aux bons endroits. Même si je n'ai jamais rencontré chacun d'entre vous auparavant, je suis heureux que vous m'ayez pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Merci. Merci, M. Boucher. Y a-t-il d'autres questions? Emily Quitman, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Boucher, pour votre présentation ce soir. J'ai 2 questions. Bon, la première, c'est quant à l'accès aux langues. Lorsque nous parlons à différentes personnes au sein de différents ministères, ce qui semble parfois très difficile, c'est de quoi faire parce qu'il y a beaucoup de langues autochtones au sein du territoire. Et selon votre expérience avec les jeunes, pouvez-vous nous dire comment vous régleriez cette situation? Oui, il y a 3 façons de je le vois. C'est important que l'on soit connecté à nos langues. Nous devons nous assurer que nos jeunes apprennent plusieurs langues. Vous savez, mon grand-père parlait 5 langues parce que c'était nécessaire pour sa survie. Nous devons passer par une période de revitalisation. Nous devons pouvoir préserver nos langues. Et pour moi, ce n'est pas un camp blanc, c'est une aventure. J'adore apprendre des langues. On ne peut pas se sentir écrasé. Il faut être créatif. Il faut apprendre la langue. Nous devons nous assurer que nos classes deviennent des dictionnaires vivants. C'est comme ça. Nous allons être capables de revitaliser le tout. Merci, M. Boucher. Y a-t-il d'autres questions pour le comité? M. O'Reilly? Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez parlé d'une déclaration. Je me demande si pouvez-vous nous dire qui en ferait partie? Parfois, on se sent complètement bouleversé par tout ce que nous devons faire. Pouvez-vous nous dire quelle autorité il aurait? Merci. Ce que je parle ici d'une déclaration. Ça nous fait une reconnaissance au niveau de la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait avec les coordonnateurs.
mais pouvoir coexister ensemble. C'est quelque chose qui va nous amener ensemble. Et les langues sont là pour nous unir. Et si nous reconnaissons le Chippewa avec les autres langues que l'on connaît, je sais que cela va approcher les communautés. Nous aurons une meilleure collaboration de la part de tous les intervenants au sein de la communauté. Et à partir de là, nous pourrons nous propulser, avoir plus d'idées, nous assurer que les langues soient plus visibles au sein de la communauté. Merci, M. Boucher. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question de plus. J'ai une question de plus. L'un des points que j'ai soulevés. L'une des choses que j'ai demandé au ministre. Pourquoi est-ce que les enseignants autochtones ne sont pas payés au même niveau que les profs de français? Vous savez, pour moi, bon, vous savez, j'avais mes parents et je me demande particulièrement lorsque nous sommes plus de 50% en termes de population. Nous sommes bien au-delà de la barre des 50%. Mais un enseignant à l'école n'est pas reconnu au même niveau qu'un prof de français. Merci, M. le Président. Je crois que la chose qui est importante ici, moi, je suis là pour un gardien. Moi, je suis un gardien des connaissances. Je suis là pour garder les traditions. J'ai travaillé avec des anciens depuis un bon nombre d'années. J'ai travaillé avec toutes sortes de personnes et cela doit être bien compris. Mais maintenant, les connaissances que j'ai accumulées sont très importantes et j'enseigne cela aux jeunes. Et cela doit être fait main dans la main avec les universités. Parce que les meilleures connaissances que nous avons viennent des personnes des anciens. Lorsque j'écoute, je me souviens de ce que mon père me disait, ma mère me disait. Lorsque mon grand-père parlait, j'écoutais. Et c'est ce qui nous façonne aujourd'hui. Nous devons reconnaître le travail. Nous avons les universités, ils travaillent, c'est important. Merci. Merci, M. Boucher. Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc, de la part du comité, nous vous remercions d'être venu ici aujourd'hui. Donc, notre prochain intervenant, c'est Mme Paul. Okay. Tansei, Tawau, Kakiau Iwiak, Nitika San Jessica, Niotsi Kaskawewin, Ota, Northwest Territories, Neo Kiskawamaku, Ota Kiskawamakukamik PWK High School, Nipiesta Mota, Tipskaoma, Kigwe, Ikwa, Okiskawamaku.
So today I come here as a mom and a Aujourd'hui, je teacher. vous parle, je suis une mère, je suis une enseignante. And I'm here because Je suis ici parce que je suis écrit. Et dans ma culture, nous avons la roue de la médecine. C'est un cercle. Tout est égal. Personne n'est au-dessus de personne. Tout le monde s'assoit à la table. Et ce document ne le montre pas pour moi. Le document me montre que j'ai l'anglais, le français et que je ne suis pas à la table. En tant que mère, vous savez, je travaille très fort pour que mes enfants puissent bien incorporer la langue iroquoise dans leur vie. Et c'est inquiétant. C'est un document plutôt très occidental. Il doit décoloniser. Et la voix de tous et chacun doit être entendue au sein du document. Nous devons refléter qui parle plutôt une langue officielle. Mais tout le monde doit être inclus dans ce document et ne pas être assis à l'extérieur. C'est frustrant en tant que personne qui parle une langue, en tant qu'enseignant. Nos enfants, par exemple, ne voient pas la langue être utilisée, alors c'est difficile. Donc, ils font parfois des commentaires. Ils disent hey, « Pourquoi est-ce que j'apprends ça? Personne ne le parle. » Et c'est essentiel. C'est essentiel qu'ils puissent l'entendre au téléphone, qu'ils puissent l'entendre au sein des services. Parce que selon le point numéro 5, dans la façon dont toutes les langues du territoire du Nord-Ouest ont un statut d'égalitaire. Et cela doit être utilisé dans toutes les institutions gouvernementales et je ne vois pas ici que c'est fait. Et il n'y a pas seulement 2 options, il y a plusieurs langues officielles. Donc, j'aimerais voir plus de travail dans le but d'accommoder tous et chacun. Nous devons être capables de voir la richesse des langues parce qu'ils doivent voir la valeur dans leur apprentissage. Il est bien dommage, mes étudiants travaillent dur, ils apprennent la langue, ils ont un super beau curriculum que le gouvernement a fait. C'est une bonne étape, c'est une première étape. Mes élèves doivent être capables de vivre la langue. Et cela n'arrivera pas si elle est constamment supprimée ou mise de l'arrière. Ils ont aussi besoin d'avoir leur voix entendue au sein du document. Voilà une chose que je voulais vous dire. Ça dit aussi dans le document que nous voulons préserver le développement et l'avancement des langues autochtones. Et je crois que nous devons avoir une vraie voix, une vraie présence dans le Nord, qu'elle soit représentée de façon égale. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je sais que ça doit être révisé à chaque 5 ans. Je sais qu'il y a parfois un intervalle de 10 ou 12 ans. Donc, je suis contente de voir que c'est révisé à chaque 5 ans. Donc, voilà. Je veux que l'on soit assis à la même table et qu'on soit tous traités égaux. Merci, c'est bien apprécié. J'accueille maintenant les questions. Oui, député Cleveland. Merci, Monsieur le Président, et merci aussi pour la présentation, oui. Madame Val, on mentionne à quel point le document doit représenter tous et toutes, et même les apprenants. Le document ne parle pas vraiment justement le développement des langues ou des apprenants. Et ce document mentionne
accès à un document dans votre langue, mais on ne fait rien pour préserver les locuteurs sur le territoire, eh bien, on ne fait pas beaucoup de progrès. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en tant qu'enseignante et en tant que parent quant aux actions sur ce document afin de préserver les langues et le développement des locuteurs sur le territoire? Je sais que Danica est un peu désuet maintenant. Il y a beaucoup de liens avec les, disons, en fait, dans les documents, nous voyons toutes les langues, en fait, dans la même masse, mais ce serait bien d'avoir les sites web avec les différentes langues, le Clicho, etc., comme M. Boucher disait, de croître ensemble. Peut-être qu'on n'a pas ces services maintenant, mais peut-être que nous pouvons commencer à les construire ensemble, les bâtir ensemble, ainsi bâtir les locuteurs tout en faisant le développement de ces services. Oui. Les questions du comité? Oui, allez-y. Merci pour votre présentation, Jessica. Être enseignante en langue cri. Vous êtes aussi avez été dans la retraite du caucus et dans l'an dernier, oui, et je me rappelle que vous faisiez la traduction. Pour le ministère. Je sais que la réflexion de toutes les langues devrait être pareille, la même, oui, mais vous mentionnez que le document n'offre pas voix au chapitre à cet instant. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le document, comment il devrait être fait. Si vous pouviez faire produire une soumission écrite sur la façon dont vous pensez que le document devrait être développé et que vous avez une voix dans ce document. Et que ces choses sont reflétées dans le document. Allez-y. Madame Val, la façon dont ça devrait être reflété, eh bien, je dirais que avec la formulation en français et en anglais, que l'on voit tout cela main dans la main, dans le fond, un peu comme en anglais et en français, dans le même document. Un peu la même pondération dans toutes ces langues. Il devrait être le même respect, la même pondération. Merci. D'autres questions du comité? Bien. Au nom du comité, merci d'avoir pris le temps de présenter et merci pour tout le travail. Pour ceux qui nous sont rejoints aussi en direct, merci beaucoup. Nous aimerions vous remercier de nous avoir rejoints. J'espère que ce sera la première de nombreuses réunions en vue de revitaliser notre langue des lois officielles. Je vous remercie pour les nombreux commentaires et maintenant, je ferai la proposition pour ajourner cette réunion. Et encore une fois, je vous remercie. Merci.